Bonsoir Stanislas Dehaene. Bonsoir. Vous êtes neuroscientifique, vous êtes le grand spécialiste des sciences cognitives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous étudiez les mystères du cerveau grâce à tout un tas d'expériences scientifiques. Et vous publiez ce livre, Apprendre, point d'exclamation. C'est aux éditions Odile Jacob. Stanislas Dehaene, d'abord une bonne nouvelle, puisqu'en vous lisant, on apprend que notre cerveau est plus puissant que n'importe quel superordinateur. Est-ce que c'est valable pour tout le monde? C'est valable pour tous, pour l'instant en tout cas. Et c'est valable surtout dès la naissance. C'est-à-dire, ce que j'explique dans le livre, c'est que le cerveau du bébé est déjà organisé de manière à apprendre d'une façon extraordinairement efficace, plus efficace que ce qu'on sait faire dans les machines actuelles. Mais est-ce que ça fonctionne aussi plus tard? Alors, quand on n'est plus bébé, est-ce qu'on peut toujours apprendre aussi facilement? Les algorithmes d'apprentissage sont les mêmes, les grands principes d'apprentissage que j'énonce continuent d'être vrais tout au long de la vie. Par contre, c'est vrai que la période de la petite enfance est quand même une période de plasticité extraordinaire du cerveau, et l'apprentissage à ce moment-là est beaucoup plus efficace qu'il ne le sera par la suite, notamment dans le domaine des langues, par exemple. Alors oui, dans le domaine des langues, racontez-nous un petit peu ce qui se passe. Vous dites que c'est flagrant, hein, là pour le coup, cette plasticité cérébrale qui évolue, et peut-être les neurones qui fonctionnent un peu moins bien en fonction des thèmes qu'on veut travailler. Sur la langue, qu'est-ce qu'il se passe après un an? On ne se rend pas compte, mais en fait, dès la première année, tout bébé, l'enfant est déjà en train d'apprendre sa langue maternelle à tous les niveaux. Et par exemple, dans le domaine de la connaissance des sons de la langue, la phonologie, aussi bien sûr plus tard de l'articulation de la langue, eh bien, c'est en apprenant très tôt qu'on arrive à obtenir des performances optimales. À être bilingue, par exemple? Oui, alors si on a la chance d'avoir une famille bilingue, il faut absolument que l'enfant soit exposé tôt. Il n'y a pas du tout de coût, il n'y a que des bénéfices. Mais par contre, si on n'est pas exposé à une autre langue, à partir de 12 mois, la plasticité du cerveau commence à se fermer et on n'entendra plus jamais, par exemple, les contrastes d'une langue étrangère. Vous savez, dans les langues indiennes, il y a un ta et un ta. On ne l'entend plus. Pour nous, c'est le même son. Et pour les Japonais aussi, vous disiez, ceux qui veulent apprendre la langue française, c'est compliqué après un an. Les pauvres Japonais, ils ont un accent particulier parce qu'ils n'entendent pas la différence entre R et L. Pour eux, dans leur langue, il n'y a pas cette distinction entre R et L. Mais pour nous, il n'y a pas de distinction, par exemple, entre les tons du chinois. C'est pour ça que c'est si difficile de l'apprendre. Ou les voyelles courtes et les voyelles longues. Ce sont des choses qui, au-delà d'un certain âge, deviennent vraiment difficiles à apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on dit à nos téléspectateurs qui voulaient se mettre au russe, ou au chinois, ou à l'arabe? Il ne faut pas se décourager. On aura un accent étranger qui peut être charmant. Mais il faut dire aussi... pensez à vos enfants, pensez à vos petits-enfants, exposez-les à des films, exposez-les à des locuteurs natifs, envoyez-les à l'étranger parce que leur cerveau, à ce moment-là, capte les langues sans aucun coût, finalement. Alors, est-ce qu'on est tous égaux devant l'apprentissage? On entend des personnes dire « Oh, mais moi, j'ai pas de mémoire, c'est comme ça ». Est-ce que c'est une fatalité, Stanislas Dehaene? Non, il n'y a pas de fatalité. On a tous un cerveau plastique. Il peut y avoir des vitesses d'apprentissage plus ou moins grandes, aussi des goûts différents, bien entendu, des enfants. Mais nous avons tous un cerveau qui est organisé de la même manière. Lorsqu'on apprend à lire, par exemple, ou lorsqu'on apprend les mathématiques, on utilise tous les mêmes régions du cerveau et les mêmes principes s'appliquent. Donc, on peut optimiser sa mémoire et son apprentissage en appliquant un certain nombre de principes que j'explique dans ce livre. Alors justement, lesquels? Est-ce que vous pouvez nous donner des stratégies pour améliorer notre mémoire? Par exemple, si vous avez 2 heures pour apprendre quelque chose, est-ce qu'il vaut mieux se consacrer 2 heures à temps plein sur le sujet, ou bien est-ce qu'il vaut mieux répartir à travers plusieurs jours? Eh bien, la science est extrêmement claire. Et il faut répartir peut-être un quart d'heure tous les jours et avoir des apprentissages entrecoupés de sommeil. Le sommeil consolide l'apprentissage. Alors, il vaut mieux morceler les lectures ou les révisions plutôt que de faire tout d'un coup. Espacer et éventuellement mélanger avec d'autres enseignements. Donc des petites périodes d'enseignement, alors évidemment très concentrées. Alors, vous parliez du sommeil, et c'est vrai que c'est une grande partie de votre livre que vous consacrez au sommeil. Et alors, la surprise, j'apprends que le sommeil n'est pas fait pour se reposer. C'est tout le contraire. C'est l'inverse. Le cerveau est très actif pendant le sommeil. Ce sont des découvertes assez récentes. Non seulement il est actif, mais en fait, il répète. Vous n'avez pas l'impression de travailler pendant le sommeil, mais votre cerveau travaille, et on a découvert que les neurones déchargés, en fait, plus vite que pendant la journée, donc le cerveau va se répéter des centaines de fois pendant la nuit ce qu'il a appris pendant la journée. Et le lendemain matin, vous vous réveillez, frais et dispo, mais aussi en ayant consolidé les apprentissages de la veille. Et vous dites qu'on peut même favoriser tel ou tel apprentissage
en manipulant un peu le sommeil. Ça veut dire quoi? Ce sont des expériences très récentes que j'explique. Et par exemple, on peut augmenter la profondeur du sommeil. On fait jouer au cerveau des bruits, par exemple un bruit de vague, qui va être synchrone avec les ondes lentes du cerveau. Et ça va permettre quoi? C'est une sorte de résonance, un peu comme quand on pousse une balançoire en envoyant des coups répétés. Le cerveau va entrer en résonance et la profondeur du sommeil étant plus grande, la consolidation de la mémoire va être plus grande aussi à la fin de la nuit. Et du coup, on aura une meilleure mémoire et on aura mieux appris ce qu'on a appris dans la journée. Exactement. Et tous ces phénomènes sont beaucoup plus importants chez les enfants, jusqu'à 3 fois Donc plus importants. Donc il faut qu'ils dorment. Donc il faut qu'ils dorment bien, surtout les petits. Alors, pour bien apprendre, justement, le maître mot, c'est aussi l'attention. Et ce que vous expliquez, c'est que le cerveau ne peut pas faire 2 choses à la fois. Et oui, je suis désolée pour tous ceux qui essayent de faire plein de choses en même temps. Et alors, pour tous ceux qui auraient des doutes, je vous propose de faire un petit test. C'est une petite expérience que vous proposez aussi dans votre ouvrage. On va vous diffuser une petite vidéo et vous allez voir 2 équipes qui jouent au ballon. Une équipe habillée en blanc, une équipe habillée en noir. Il va falloir compter combien de passes se font les joueurs en blanc. Regardez, ça dure 20 secondes. Alors, Stanislas Dehaene, bon, je donne la réponse. Combien il y de avait passes? 13 passes. D'accord. Mais est-ce qu'il fallait voir autre chose? À quoi sert cette expérience? Vous avez vu le gorille? Ou le type curieusement déguisé? Je vais dire la vérité, moi je l'ai vu parce que je savais qu'il était Mais là. je pense que beaucoup de téléspectateurs n'ont pas vu. Regardons à nouveau la vidéo, la même vidéo. Hein. Alors regardons la même vidéo. Et regardez ce personnage-là. Personne ne l'a vu. On voit une personne déguisée en gorille ou en ours qui fait une sorte de moonwalk. Voilà, alors dans l'expérience originale, on peut montrer que la personne a fixé ce gorille ou cet homme étrange et pourtant ne le voit pas. C'est l'attention qui filtre ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. Et j'explique dans le livre que c'est très important pour l'apprentissage parce qu'on apprend que ce à quoi on fait attention. Donc quand un gamin dit je ne vois pas ce que vous voulez dire, ce n'est pas une métaphore du tout. Son cerveau n'a pas amplifié cette information, il n'est pas capable de l'apprendre. Il faut qu'on oriente l'attention des apprenants, des enfants, des étudiants sur ce qu'on souhaite qu'ils apprennent et que l'école ne distrait pas les enfants en dehors du but qui est fixé. Ça marche pour nous aussi d'ailleurs, se fixer un seul objectif à la fois. Alors justement, sur les problèmes d'attention, on accuse souvent les écrans, les tablettes, les ordinateurs, les télés. Est-ce que ce sont les ennemis de nos cerveaux ? Non, je pense qu'on a beaucoup exagéré quand même l'importance des écrans, en tout cas le rôle dommageable des écrans. Les écrans, c'est un peu comme le papier aujourd'hui, c'est un médium et ce qui compte, ce n'est pas la nature du médium, c'est le contenu, bien entendu. Donc il y a des logiciels pédagogiques qui sont extrêmement utiles. Il y a des jeux vidéo dont on peut montrer qu'ils ont un effet très positif sur le développement de l'attention. Tout dépend de la consommation qu'on en fait, c'est ça? Parce que quand même, il faut citer des études qui disent qu'une consommation excessive d'écran provoque des troubles du langage, du sommeil, de l'apprentissage. Bien sûr, parce qu'elle distrait les enfants d'autres apprentissages, mais à une petite dose qui peut être on disait, un quart d'heure par jour, une demi-heure par jour, il y a des effets positifs sur l'attention des enfants. Et puis bien sûr, il y a des logiciels pédagogiques qui sont remarquables pour apprendre à lire, pour apprendre à calculer, ou en tout cas pour développer ces capacités et les automatiser, surtout les rendre automatiques. Finissons sur une bonne nouvelle, Stanislas Dehaene. Vous dites que l'échec n'est pas un problème. Au contraire, pour apprendre, il faut échouer, se tromper, recommencer encore et encore. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul à le dire, puisque même les Shadocks, en leur temps, avaient cette devise. Regardez, en essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate, et plus on a de chances que ça marche. Alors sans aller aussi loin, je cite effectivement ça dans mon livre, ce qui est la découverte récente, c'est que le cerveau échange des messages d'erreur et qu'on apprend par erreur. De la même manière que dans l'intelligence artificielle actuelle. On fait une prédiction et on constate qu'elle est en décalage avec la réalité. C'est ce que fait notre cerveau tout le temps et donc il faut accepter que les enfants, que les apprenants fassent des erreurs. L'erreur doit être décomplexée et il ne faut pas sanctionner l'erreur. Il faut considérer, comme n'importe quel prof de musique, que la première fois, ça n'est pas parfait, la deuxième, la troisième, ce sera de mieux en mieux. Le cerveau s'améliore après chaque cycle de veille et de sommeil. Patience et travail et erreur, ce n'est pas grave. Merci Stanislas Dehaene. Je rappelle le titre de votre livre, Apprendre les talents du cerveau, le défi des machines. C'est aux éditions Odile Jacob. Un livre passionnant qui, j'espère, va tous nous rendre plus intelligents. On verra. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission intitulée ce soir, Macron, son plan pour les derniers de cordée.